Je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Le mode principal de transmission, c'est l'aérosol et la gouttelette, mais beaucoup l'aérosol. Et donc, sciemment, en masquant cela, on a perdu du temps et donc on a contaminé des gens. Parce que dans cette épidémie, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que rien n'est inéluctable. Et donc, chaque fois qu'on perd du temps, on rajoute des drames au drame. Et il y a une responsabilité politique sur le nombre de personnes contaminées. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul. Alors sur les retards, c'est assez simple et à la fois assez dramatique. On se souvient qu'au début de la crise, d'abord, on a eu une négation de cette crise. On nous a dit « c'est pas dangereux, il y a quelques cas en Chine, mais ça ne peut pas nous atteindre ». Ça nous a atteint. Quand l'épidémie est arrivée, on nous a dit « on est protégé ». On a des procédures, on a des affiches dans les aéroports en chinois, ça nous protège. On a des ARS, on a des agences multiples et variées, on est protégé, ça nous a atteint. Quand ça nous a atteint, on a dit, on a des masques en quantité, on dispose de stocks de masques qui sont dans des réserves nationales, dans des pharmacies, dans des cliniques, dans des hôpitaux. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. On a bien vu que ces masques n'existaient pas et l'épidémie a évolué et a touché du monde. On doit acheter des masques ou pas? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Et puis on est allé très loin. Vous vous souvenez de la responsable du gouvernement qui se félicitait du fait que on ne pourrait d'ailleurs pas se procurer de masques parce que si on allait en pharmacie, les pharmacies avaient interdiction de vendre des masques et étaient même pénalisées si elles vendaient des masques. Donc c'est allé très loin. Il y a eu une position du gouvernement pour masquer le fait. En fait, il y avait des manques de masques, ils ont masqué les manques. Ils ont mis en place une politique qui visait à masquer ce manque et donc on pénalisait les gens s'ils en portaient parce qu'il n'y en avait pas et il n'y avait aucune transparence sur l'existence de cela. Si ce n'est qu'on le sait aujourd'hui et nous on le signalait depuis le début, le mode principal de transmission, c'est l'aérosol et la gouttelette, mais beaucoup l'aérosol. Et donc, sciemment, en masquant cela, on a perdu du temps et donc on a contaminé des gens. Parce que dans cette épidémie, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que rien n'est inéluctable. Et donc, chaque fois qu'on perd du temps, on rajoute des drames au drame. Et il y a une responsabilité politique sur le nombre de personnes contaminées. Quand on a signalé, attention, mode de contamination, il y a de l'aérosol, il faut impérativement qu'on nous donne les FFP2, on a nié l'existence de l'aérosol. Et des centaines de milliers de soignants se sont contaminés. Quand on a eu la problématique dans les maisons de retraite, avec de véritables feux de forêt, c'est-à-dire que de 1 cas, tout d'un coup, on passait à 40, 80 cas, avec tout d'un coup 40, 50 morts, on niait cela, on n'en parlait pas. On ne signalait pas au point de presse quotidien de Jérôme Salomon, on ne parlait même pas des décès en EHPAD. On ne protégeait pas les soignants, ni les personnels, ni les patients en EHPAD. On ne voulait pas les tester. Quand on demandait qu'on les teste, on ne voulait pas les tester. On perdait du temps. Et puis on a mis en place des procédures éminemment scandaleuses, vous vous souvenez, où on empêchait les familles de venir voir leurs proches, où on empêchait les familles de venir voir leurs défunts, sans aucune raison sanitaire. Tout ça étant fait dans une espèce de lourdeur administrative qui fait qu'on a touché à l'inhumanité. Et donc on a perdu énormément de temps, époque après époque, période après période. Et ça, et le temps dans cette maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois de l'hospitalisation et du drame humain. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisantes. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français qui le souhaite, et quelle qu'en soit la raison, de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. On a transformé, si vous voulez, l'utilité du test en uniquement une utilité de façade. C'est-à-dire qu'on a dit on va multiplier les tests. On s'était déjà fait déborder par la maladie. On avait déjà trop de cas. Il faut savoir que si l'on veut avoir le triptyque testé, tracé, isolé, efficace, comme ça l'a été dans certains pays asiatiques, il faut avoir une circulation du virus qui est très faible.
Quand elle est très haute, c'est fini, on est débordé, il faudrait trop de salariés pour arriver à avoir un testé, tracé, isolé efficace. Et donc, on a fait croire aux gens qu'en multipliant les tests, on allait être efficace. Et on a dit aux gens, testez-vous tous, alors que les semaines précédentes, je rappelle quand même que les mêmes personnes nous disaient il ne faut pas tester les asymptomatiques, ça ne sert à rien. Si on teste les asymptomatiques, il faudrait répéter ces tests tous les jours quasi. Et puis tout d'un coup, on a changé le fusil d'épaule, on a multiplié ces tests, et les multipliants, on les a rendus inopérants parce qu'il y en avait trop. Donc on a fait en fait du tester, 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 et plus du tester, tracer, isoler. Et donc on a dépensé des milliards et des milliards d'euros pour rien. Et on a perdu du temps. Et plus grave que ça, on a fait ce qu'on appelle du forward tracing, c'est-à-dire que si vous êtes, vous, atteint par la maladie, si vous êtes positif, vous allez déclarer votre cas, ou plus exactement, on va déclarer votre cas, et on va enquêter sur votre parcours, c'est-à-dire on va chercher quelles personnes vous avez croisées pour regarder quels sont les cas contacts. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Cette maladie, il faut la regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder qui vous a contaminé à vous. Parce que dans cette maladie, 10% des gens contaminent 90% des autres. La plupart des gens contaminent très peu. C'est ce qu'on comprend peu, c'est ce qui n'est pas assez dit. La plupart des gens contaminent très peu et nous, généralistes, on voit bien que des fois, on a des couples dont le mari est atteint et la femme n'est pas atteinte. Alors que pourtant, ils sont ensemble, en contact proche et rapproché, pour le coup, très souvent, et ça ne se transmet pas. Par contre, vous avez des gens qui, tout seuls, sont capables de contaminer 80 personnes. Et quand on fait du rétro-tracing, quand on regarde l'épidémie dans le rétroviseur, quand on va regarder à vous qui vous a contaminé, bien peut-être on va trouver ce fameux super spreader, ce fameux super contamineur, que pour le coup on écartera, et donc on empêchera une diffusion à beaucoup plus de personnes. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor, il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. Quand on a été à cheval entre la première et la deuxième vague, et qu'on a vu qu'au mois de juin, l'épidémie repartait, et qu'on a beaucoup alerté là-dessus et on n'était pas cru, je fais un aparté, on avait des gens qui nous disaient « Non, mais il n'y a pas d'épidémie ». Ah bon, mais on leur disait, mais on voit des cas toute la journée. Non, mais il n'y a pas d'épidémie puisqu'il n'y a pas d'hospitalisation. Pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait des hospitalisations. Moi, naïvement, je pensais qu'il fallait un virus. On nous disait, il n'y a pas d'hospitalisation. Puis quand il y a eu des hospitalisations, on nous a dit, ouais, mais il n'y a pas de réanimation. Quand il y a eu des réanimations, on leur a dit adhérer, on nous a dit, ouais, mais il n'y a pas de morts. Quand il y a eu des morts, on leur a dit, il y a des morts. On nous a dit, ouais, non, mais ce n'est pas que des morts du Covid. Et puis après, on nous a dit, non, mais c'est parce qu'on teste trop et puis c'est des faux positifs, etc. Il y avait toujours un moyen de dire, il n'y a pas de deuxième vague. Et puis après, ils ont reconnu quand même qu'il y avait une deuxième vague. Donc, pour en revenir au reste, quand ça a commencé, on leur a dit, à les grandes vacances, vous devez préparer des procédures, des protocoles pour éviter justement ces fermetures de classes. Et on leur a donné les solutions. C'est-à-dire, on a dit, vous devez diminuer le nombre d'élèves, puisque le propre des écoles françaises, vous le savez, c'est d'avoir des classes de 35 élèves. Donc on a dit, il faut diminuer cette jauge, en quelque sorte, et qu'on ait la moitié d'une classe en présentiel, l'autre moitié en distanciel, et vous alternez. Vous embauchez des assistants pour aider les professeurs, parce qu'il va falloir multiplier aussi les zones de cours. Il faut, en quelque sorte, aérer, quoi. Il faut que l'on fasse des audits de classe, que l'on regarde si les fenêtres s'ouvrent. Le propre des classes françaises, c'est que souvent les fenêtres sont scellées, donc on ne peut pas aérer. On leur a dit, changez le matériel, faites ce qu'a fait l'Italie. L'Italie a enlevé toutes les tables doubles. Vous devez enlever les tables doubles. On leur a dit, regardez les cantines, vous ne pouvez pas mettre décemment 300 enfants dans une même salle où ils mangent, donc sans masque, où ils hurlent, les enfants. Le propre des enfants, c'est que ça crie. Quand on crie, on aérosolise beaucoup, et donc on favorise l'épidémie. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont quasi rien fait par rapport à ça. Et on a perdu, là encore, énormément de temps, parce que ces procédures n'ont pas été mises en place dans les écoles. On voit qu'aujourd'hui, avec le recul, là, à la troisième vague, dans la pente, dans le début de la pente descendante de la troisième vague, on commence enfin à nous parler de détecteurs de CO2, purificateurs d'air, aération, fermeture des cantines, demi-jauge dans les classes. Donc tout ça vient, mais regardez, il s'est passé 10 mois. L'Amérique, comme toujours dans son rôle américain en quelque sorte, croit à la chose, va financer Moderna, va lui donner, je crois de mémoire, 600 millions de dollars pour faire ses recherches, et puis dès l'instant où les recherches commencent à avancer, va préempter sur 100 millions de doses, tout de suite, en y croyant. Et nous, on attend, on a cette espèce de prudence d'anciens continents, de vieux pays, on regarde, on voit ce qui se passe, et puis on fait une commande groupée européenne. Et l'Europe achète, mais à bas coût, le plus bas possible, et donc on est livré en quelque sorte en dernier. Et on subit cela, quoi. On ne croit pas au vaccin et on ne veut pas investir dans le vaccin, alors que ce sont les mêmes personnes qui nous disent la porte de sortie, elle passe par les vaccins. Mais on fait jouer le côté financier et on cherche à acheter le moins cher possible. Dans une dynamique qu'on peut regretter de marché mondial et qu'on peut regretter assurément parce que par rapport à une pandémie,
C'est-à-dire un virus qui touche, encore une fois, l'ensemble de la planète et où tous les hommes de la Terre sont soumis à la même problématique. On a gardé le système de marché, avec un marché concurrentiel, alors qu'il fallait une supranationalité et une même mise justement d'une espèce d'ONU de la vaccination qui allait permettre de vacciner les pays émergents. Et on voit le drame qui se passe en Inde actuellement, qui se passera en Afrique probablement dans quelques temps, etc. Et on oublie une chose, c'est que quand le virus se développe et s'archi-développe dans des pays en voie de développement, tôt ou tard, ça nous reviendra par les frontières et ça recommencera chez nous avec de nouveaux variants, etc. Et c'est sans fin. Donc c'est la planète qu'il faut vacciner et par là, il faut oublier cette espèce, je fais un aparté, là, cette espèce de loi du marché qui est concurrentielle, etc., etc. Sur la vaccination, j'y reviens. Problème après intérieur, là on avait parlé de l'Europe, problème intérieur, on a fait Startup Nation, quoi. On a pris une entreprise privée, Doctolib, on a pris d'autres à côté, et puis qui ont très rapidement été bouffés par l'hégémonie de Doctolib. Et on a dit, tous les gens vont s'inscrire sur Doctolib. Et comme on n'avait pas beaucoup de vaccins, on a dimensionné la population vaccinée au nombre de vaccins. Et donc, on a fait une cible qui correspondait à ce dont on disposait. La cible, ça a été les plus de 75 ans. Et on a fait cette espèce de miracle de la pensée de la Startup Nation, qui était de dire tous les gens de plus de 75 ans doivent s'inscrire sur des plateformes électroniques. C'était l'échec assuré. Les gens n'y sont pas arrivés. Il n'y avait pas de géolocalisation, ce qui veut dire que ceux qui y arrivaient, s'ils n'avaient pas de place chez eux, ils allaient prendre des vaccins à 80 km de chez eux, prenant les places des gens qui, avec retard, allaient s'inscrire à cet endroit-là, qui eux-mêmes étaient obligés d'aller ailleurs. Ça a été un foutoir extraordinaire, et ça a commencé à planter cette campagne de vaccination sur une erreur simple, qui était sur une constatation simple, qui est la méconnaissance du terrain. Je rappelle qu'en plus, en France, on a un système qui s'appelle l'assurance maladie, que l'assurance maladie a les données de tous les patients, les données SNIRAM, c'est-à-dire elle a votre adresse, elle a vos pathologies, elle a votre numéro de téléphone. À partir de là, elle pouvait très bien définir que M. Martin, qui est diabétique et en surpoids, devait se vacciner à telle date et lui envoyer le rendez-vous. Il suffisait d'ouvrir des registres dans les mairies, les gens s'inscrivaient, les mairies ramenaient ça sur l'assurance maladie prévenait les gens. Et à la place de ça, on a dit aux gens, démerdez-vous, inscrivez-vous de façon électronique à des gens de plus de 75 ans. On ne peut pas se dire qu'on peut sortir d'une crise aussi importante que celle-là avec un seul outil et mettre en quelque sorte tous ses œufs dans le même panier. Il faut s'imaginer que pour lutter contre ce virus, il y a un schéma qui revient très souvent sur les réseaux, mais qui est très explicite. C'est un empilement de tranches de gruyère où les trous ne sont pas au même endroit. Donc vous avez une première tranche, en quelque sorte, c'est la vaccination. Ça va bloquer un certain nombre de circulations virales, mais vous avez des trous où le virus passe. Vous mettez une autre tranche, qui est, admettons, l'utilisation des autotests. Les trous ne sont pas au même endroit, donc vous avez d'autres virus qui butent, et puis vous en avez quelques-uns qui passent. Et puis en empilant comme ça les mesures, vous arrivez à bloquer totalement la circulation de l'épidémie. Nous, on ne fait que la vaccination. Donc on voit bien qu'on ne pourra pas s'en sortir qu'avec la vaccination. Si on ne met pas à côté tout un tas d'autres mesures, qui ne sont pas des mesures, on va le voir, contraignantes pour les gens, qui sont juste des mesures qui vont permettre de faire ce qu'on appelle la stratégie d'étouffement, qui n'est pas le zéro Covid et qui n'est pas l'adaptation au virus comme le fait le gouvernement actuellement, c'est-à-dire courir derrière le virus et puis corriger un petit peu les procédures chaque fois que le virus progresse. Stratégie d'étouffement, ça veut dire qu'il faut aller chercher le virus là où il est et dès qu'il apparaît. Et pour ce faire, il faut qu'on se saisisse des autotests. Vous avez vu qu'enfin on les a mis en circulation, mais là encore, erreur, plutôt que les démocratiser, plutôt que permettre aux gens de s'en imprégner, et d'en faire une utilisation tout à fait banale, comme le préservatif au moment des années SIDA, dont on peut regretter qu'on ne fasse plus de campagne de publicité autour. Mais il faut qu'on rende donc ces autotests disponibles partout et à tout moment, c'est-à-dire non seulement dans les pharmacies, mais dans les supermarchés, dans les épiceries, chez votre boucher, je dis n'importe quoi, mais à n'importe quel endroit, tiens, 2 côtelettes achetées, un autotest. Et quasi gratuit. Souvenez-vous, à une époque, on avait fait le préservatif à 1 €. C'est insupportable de voir que les autotests sont à 7 ou 9 €. 7 ou 9 €, vous devez en consommer plusieurs par semaine, ça veut dire qu'il va y avoir une inégalité devant la protection. Insupportable. Donc il faut que ce soit quasi gratuit, si ce n'est pas gratuit. Ça, c'est la première chose. Et qu'on apprenne à se servir de cet autotest, parce que l'autotest, c'est une protection collective. Je vais dans un endroit stable ou instable. Un endroit stable, c'est tous les moments constants de votre vie. Vous êtes salarié de telle entreprise, 2 fois par semaine, vous vous autotestez. Si vous êtes positif, vous vous écartez et vous ne contaminez pas le groupe.
vous allez dans un endroit inconstant de votre vie, c'est-à-dire je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais au restaurant, je vais dans une soirée avec des copains. Juste avant d'y aller, je m'auto-teste. Je suis positif, je me retire du groupe, j'évite de le contaminer. Le lendemain, je vérifie avec un RT-PCR. Mon autotest, c'était un faux positif. J'ai manqué ma soirée, c'est pas si grave. J'ai manqué un jour de boulot, c'est pas si grave. Mais par contre, si c'est vraiment positif, j'ai protégé le groupe. Donc même si cet autotest n'est pas si spécifique ou si sensible que le RT-PCR, on tamponne en quelque sorte ce manque de spécificité ou sensibilité par la répétition du test. Et on protège le groupe. Donc déjà ça étouffe. Ensuite, il faut faire de la détection des eaux usées. Ils le font dans certains endroits, il faudrait le faire partout, à la sortie de chaque entreprise, de chaque hôpital, de chaque clinique, de chaque EHPAD, de chaque lieu de vie où il y a beaucoup de monde. On va aller regarder la proportion de virus qu'il y a dans les eaux usées, et dès que ça commence à augmenter, on va aller chercher dans cet endroit-là où ça peut se trouver. Dans les entreprises, où il y a notamment beaucoup de salariés, il faut faire du test salivaire et faire ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire qu'on va aller tester par voie salivaire tous les salariés dans un même réactif. Et si ce réactif est positif, à ce moment-là, on va les tester individuellement. S'il est négatif, on écarte, on n'a usé qu'un réactif. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est pas fait, ça aussi. Donc on voit bien que toutes ces choses-là, qui devraient être faites, ne le sont pas. Et donc on perd du temps, encore une fois, et on construit aujourd'hui les échecs de demain. Cette maladie n'est pas une épidémie, c'est ce que Yvonne Le Floïc appelle une clusterémie. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui se transmet en contamination de masse uniquement entre les murs. Il n'y a pas de contamination de masse à l'extérieur. Même si aujourd'hui on nous dit, mais regardez l'exemple indien, c'est affreux, il y a des centaines de milliers de contaminés chaque jour, et ces gens sont à l'extérieur. Non, à l'extérieur, ils se contaminent de façon interindividuelle, et puis ensuite, comme c'est de la précarité, malheureusement, c'est des pays pauvres, les gens précaires, souvent, vivent dans des petits périmètres et très nombreux. Et donc, ils se contaminent en les murs. Cette maladie se transmet en les murs. C'est-à-dire que chaque fois que vous respirez, si vous êtes porteur du virus et que vous êtes contamineur, vous allez exhaler du virus et vous allez créer un nuage viral. Ce nuage viral, il faut l'imaginer comme un nuage de fumée. Et comme un nuage de fumée où, à chaque respiration, vous excréteriez de la fumée. Et donc, vous finissez par faire un nuage de fumée que tout le monde va respirer dans une même pièce. Et donc, il faut travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus, il faut reconstituer à l'intérieur les conditions de l'extérieur, de façon à ne pas avoir ce nuage. Donc ça veut dire que, il faut des détecteurs de CO2, parce que le détecteur de CO2 permet de savoir quelle concentration de CO2 dans l'air, et on peut faire un parallèle entre cette concentration et la concentration virale, et donc à partir d'un certain seuil, ouvrir les fenêtres. Travailler sur l'aération très simple par les fenêtres, ou par des VMEC, ou par des purificateurs d'air, et recréer à l'intérieur les conditions de l'extérieur, et empêcher qu'il y ait des contaminations de masse. Et si on fait ça, on voit bien qu'on fait tomber grandement le risque viral, puisque à l'extérieur, vous n'avez que la contamination interindividuelle par les droplets, les gouttelettes ou le manuportage, dont on sait aujourd'hui qu'il représente une infime partie de contamination de cette épidémie, et vous n'avez pas ce problème d'aération, d'aérosol, qui est le principal mode de contamination. On a fait une étude scientifique sur ces purificateurs et ça n'est absolument pas probant. Purificateurs d'air, par exemple, oui, dans les cantines. Avec les collectivités locales, il arrive qu'on en installe. Il y a toujours du débat sur telle ou telle méthode. Et ça, on ne le fait pas. On commence à peine à en parler maintenant avec le Premier ministre Castex, qui a dit l'autre jour, de façon un peu exagérée, il faut mettre des détecteurs de CO2 et des purificateurs d'air dans les classes. Mais d'ailleurs, nous le faisons depuis plusieurs mois. Bon, c'est légèrement exagéré. Volonté d'ouvrir nos écoles. Nous l'avons fait en ce début de semaine pour les plus petits. Nous le ferons dès le 3 mai pour les collégiens, les lycéens. Et volonté continuée de manière proportionnée, précautionneuse, d'ouvrir tous les secteurs que nous pouvons jusqu'à cet été. La situation, elle est profondément instable. Elle est profondément instable parce qu'on a un plateau qui est très haut. On rappelle qu'on a 30 000 cas par jour, on a entre 300 et 400 décès par jour, on a 6 000 cas de patients en réanimation, 6 000 patients en réanimation. On a un début de baisse du nombre de cas par jour et on sait qu'il y a un décalage entre cette baisse du nombre de cas, puis ensuite la baisse d'hospitalisation, puis la baisse des réanimations et la baisse des décès. Tout ça est très décalé. Mais on reste très très haut. C'est très très haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus circule beaucoup, avec de très forts taux d'incidence. Par exemple, en région parisienne, on est à plus de 500 de taux d'incidence, c'est-à-dire plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Donc le virus circule beaucoup. Là, on réouvre.
on réussit le tour de force quand même de lever un confinement en étant plus haut qu'au moment où on l'a commencé, ce qui est quand même une première mondiale. Donc on voit bien qu'on ne le lève pas pour des raisons sanitaires, mais on le lève pour des raisons sociales, économiques et politiques. Sociales et économiques, on peut le comprendre. Politique, il y a des élections qui arrivent et on a une pression de la communication des autres pays. Quand on voit les images de l'Angleterre qui ouvre ses bars, quand on voit les images de l'Italie qui ouvre ses bars, ben le gouvernement se sent un peu pris à la gorge, pris à son propre jeu, et donc réouvre parce que la pression européenne est dure, quoi. Mais il n'y a pas de raison sanitaire à cela, c'est ce qu'il faut bien retenir, quoi. Donc si on ne met pas en œuvre les solutions dont on parlait tout à l'heure, les solutions d'étouffement, ben à ce moment-là, on va avoir probablement dans un mois une reprise des contaminations et on risque fort d'aller taper fortement sur des professions qui n'en ont pas besoin. Je pense aux professions de la culture, je pense aux métiers de bouche, aux bars, etc., qui sont fermés depuis des mois et des mois et des mois et qui risquent de se retrouver avec une réaugmentation et à qui on va dire désolé les gars, mais on ne va pas vous ouvrir ou on va vous refermer de suite. Donc le danger est là, quoi. Et on danse sur un volcan parce qu'on est vraiment sur une situation instable où tout peut repartir. Là, on réouvre les écoles. On voit bien quand même que le gouvernement a intégré un certain nombre de choses. Il nous parle d'aération, il nous parle des détecteurs de CO2, il nous parle d'autotests. Il ne le faisait pas du tout avant. Là, ils vont libérer 64 millions d'autotests. On nous parle de 400 000 et quelques, je ne sais plus, tests salivaires ou autres. Ça paraît énorme. En fait, c'est très peu quand on rapporte au nombre d'élèves. Quand on rapporte à 10 millions d'élèves, avec 2 autotests par semaine, 64 millions, ce n'est pas énorme. Le gouvernement danse sur un sol très instable, mais malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on ait parfaitement saisi à la fois les façons de lutter contre cette épidémie. Est-ce que vraiment on s'en donne les moyens? J'en suis pas sûr. Et est-ce qu'on fait une bonne communication? J'en suis pas sûr non plus. La France n'est pas guérie de son manque ou de son déficit de politique de médecine préventive. Donc on communique mal. Là, on dit aux gens, on va lever les mesures, et on oublie d'insister sur le fait qu'on a 30 000 cas par jour, que le virus circule beaucoup, qu'il y a beaucoup de risques à réouvrir, mais qu'on va le faire quand même, etc., etc. Il manque un pan, et donc on en arrive après à des manifestations comme ça s'est passé au but de Chaumont, qu'on peut comprendre, hein. L'occasion fait le larron. Vous avez tout d'un coup un anniversaire, vous avez de la musique, les gens en ont marre, ça s'agrège, les gens font la fête, ils oublient pendant 10 minutes. On peut le comprendre. Mais si on n'insiste pas tous les jours en disant attention, on n'en est pas sorti, on est en fait au milieu du gué, on est en pleine épidémie, ben les gens se disent on en sort, ça y est, lâchons-nous, quoi. Et puis ça repart et on va refermer des entreprises qui sont fermées depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Parce que nous considérions que c'était un risque qui était là, le virus tournait, le zéro virus n'existe pas, il n'existe dans aucun pays de l'Europe. Nous ne sommes pas une île. Je rappelle qu'il y a des pays qui ont sensiblement la même population que nous et dont les nombres de décès malheureux se comptent par dizaines. Nous, ils se comptent par dizaines de milliers. Et donc on voit bien qu'il y a eu des façons de gérer qui sont différentes. Alors on nous dit systématiquement oui, mais ce sont des pays insulaires, oui, mais c'est des petits pays, oui, mais c'est des dictatures. Enfin, on trouve toujours une bonne raison pour justifier le fait que, visiblement, on a échoué. Nous, on a une constante. Et cette constante, c'est les retards, pour tout. Et on ne peut pas en sortir. Enfin, on a l'impression qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est ça qui définit la gestion française et qui, finalement, est avouée par les politiques, puisque les politiques nous disent on s'adapte. On s'adapte au virus. C'est-à-dire quand le virus augmente un peu, eh bien, on va déplacer le curseur des procédures que l'on met en place et des actions que l'on fait. Mais quand vous vous adaptez au virus, vous avez déjà perdu, puisque chaque fois que vous faites une action, il faut 14 jours pour en recueillir les fruits. Donc vous avez déjà perdu. C'est le virus qui donne le là, c'est le virus qui donne le tempo. Et donc le maître du temps, comme plaît à se nommer Macron, ben, c'est plus le président de la République, le maître du temps, c'est le virus. Si le maître du temps, c'est le virus, vous avez perdu, ou en tout cas, vous avez un combat qui est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que nous, ce que l'on dit avec du côté de la science, avec les gens avec qui je travaille, on parle de proactivité et non pas d'adaptation, quoi. Il faut aller chercher le virus là où il est. Et donc, il faut définir là où il se déplace beaucoup. Donc, il faut tester beaucoup avec les eaux usées, avec les autres tests, etc. Et ensuite, agir sur ces lieux où il se déplace.